Bien. Alors d'abord, je reviens sur le retour sur le fonctionnement d'un ordinateur. Alors sans doute, chacun d'entre vous l'a fait d'une manière ou d'une autre, il y a des choses que vous connaissez, mais il est important que vous sachiez vous-même expliquer les concepts dont je vais vous parler maintenant. Alors d'abord, si vous revenez sur le fonctionnement d'un ordinateur, alors bien sûr, votre ordinateur, il y a deux parties, ça vous le savez, donc il y a la partie hardware, le matériel, et la partie logicielle. Alors au niveau du matériel, qu'est-ce qui a évolué pendant ces années-là? Alors dans l'unité centrale de votre machine, il y a d'abord des composants matériels qui sont importants. C'est d'abord le CPU, c'est le microprocesseur. Alors ça vous le savez également, le microprocesseur c'est le composant le plus important dans un ordinateur et que le microprocesseur donc lui-même, c'est si vous regardez l'architecture du microprocesseur, il y a beaucoup de composants. Mais il se trouve que, en fait, dans un microprocesseur, il y a d'abord quelque chose qui fait, en fait, une unité qui s'occupe de tout ce qui est les calculs arithmétiques et logiques. C'est ce que nous appelons l'unité arithmétique et logique. Et bien sûr, et après, pour faire des calculs, forcément, le CPU a besoin de stocker, d'utiliser des registres internes. C'est des mémoires qui sont à l'intérieur. Alors, je ne vous apprends rien parce que l'année dernière, vous avez fait, l'année d'avant, vous avez fait un cours sur l'assembleur. Et forcément, ça, c'est quelque chose d'assez important. Alors, je vais quand même vous dire quelque chose au niveau de... Oui? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, il faut comprendre l'évolution qui a été, bien sûr, qui est arrivée à ce niveau-là depuis des années. Alors, c'est quoi l'idée? C'est que depuis longtemps, c'est que chaque année presque, c'est 18 mois en quelque sorte, on arrive à doubler la fréquence des microprocesseurs. Alors, vous savez que si je reviens un petit peu en arrière, c'est les PC que vous voyez là, il y avait en fait, dans les CPU, il y avait, au début, il y avait ce qu'on appelle le 8086. Après, il y a le 186. Après, il y a le 286, je parle de la technologie Intel. Après, il y a le 386. Après, il y a le 486. Et après, il y a le Pentium. Vous voyez donc comment ça évolue. Le 80, 86, le 186. Quand je dis le 180, 186, 80, 200, c'est juste en quelque sorte une référence pour les microprocesseurs. Donc vous avez jusqu'à le 486, après, en fait, le 586, ils l'ont appelé Pentium. Et dans le Pentium, vous avez le Pentium 1, le Pentium ensuite, il y a le P2, Pentium 2, et après il y a le Pentium 3, et après il y a le Pentium 4. Et ça, depuis les années 80, je veux dire 85, ou bien 87, jusqu'à les Pentium 4, en fait, la règle, la loi, je parlais tout à l'heure de la règle, mais plutôt c'est la loi de Moore. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la technologie des semi-conducteurs était capable, bien sûr, de doubler la fréquence des microprocesseurs au bout de chaque année. Ça veut dire, si vous regardez la fréquence des microprocesseurs, d'année en année, la fréquence, elle est doublée. Comment on arrive à doubler la fréquence des microprocesseurs? Parce que tout simplement, un microprocesseur, le microprocesseur, c'est un circuit dans lequel il y a, en fait, il y a des milliers de transistors. Et on estime que la technologie permettait la taille du transistor, au bout de chaque année, on peut la réduire de moitié. C'est le petit transistor qui est déjà très petit. La technologie des semi-conducteurs arrive à réduire la taille du microprocesseur à moitié. Donc, comme on arrive à réduire la taille chaque fois c'est pas du microprocesseur, c'est la taille du transistor. Ça veut dire que dans le CPU, on peut mettre plus de transistors. Et plus on peut mettre plus de transistors, ça veut dire qu'on peut augmenter la fréquence du microprocesseur. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Moore. Alors, tout a bien marché jusqu'à ce qu'on arrive au Pentium 4, avec une fréquence un peu élevée.
Mais il se trouvait que, une fois qu'on a atteint un niveau, la matière avec laquelle on construit les microprocesseurs ne supportait pas ça. Ça veut dire que ça chauffe. Quand on a atteint des fréquences élevées, et bien tout simplement, la matière, ou plutôt le microprocesseur, quand il exécute, quand il fonctionne avec ces fréquences, ça chauffe. Et quand ça chauffe, et bien tout simplement, il faut faire de la ventilation. C'est la raison pour laquelle, dans les Pentium 4, à l'époque, les gens qui ont acheté les P4 parce qu'ils croyaient que ça va être plus rapide, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que vous avez logiquement un ordinateur avec une fréquence élevée, mais dès que vous démarrez votre ordinateur, au bout de quelques minutes, vous allez entendre la ventilation qui commence à faire beaucoup de bruit déjà. C'est pour refroidir, parce que c'est-à-dire la matière du microprocesseur chauffé. Vous me suivez? Et quand ça chauffe, les performances diminuent. C'est-à-dire, même si vous avez une fréquence élevée, mais votre processeur il est incapable de fonctionner avec cette fréquence. Et du coup, finalement, vous avez augmenté les fréquences, mais en réalité, en termes de performance, vous ne pouvez pas faire quelque chose d'assez intéressant. Et du coup, donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir du P4? Donc, on s'est rendu compte que les constructeurs, en tout cas les gens qui sont spécialisés dans le domaine, c'est que la loi de Moore ne peut plus tenir. Alors, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, après le Pentium 4, je suis juste en train, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais moi, en fait, je vous raconte l'histoire, parce que je l'ai vécu moi-même personnellement. Donc, je vous raconte un peu ce qui s'est passé, mais après, il y a des petits détails peut-être que vous allez trouver dans la littérature. C'est pour cela, d'ailleurs, après le P4, bien tout simplement, il est venu, on va dire, après le P4, il y a un processeur qui s'appelle le Pentium M, de la technologie M. Alors, en fait, le Pentium M, c'est quoi en fait? C'est juste une manière pour revenir au P3. C'est un retour en arrière. Parce qu'on savait que déjà, la fréquence que l'on avait atteint avec les P4, c'est un peu trop. Mais en même temps, on s'est rendu compte que la solution, maintenant pour accroître les performances des microprocesseurs, ne viendrait pas c'est-à-dire dans en fait, l'augmentation de la fréquence des microprocesseurs, mais plutôt de multiplier les microprocesseurs. Donc c'est à partir de là qu'on était allé vers ce qu'on appelle les multicorps. La fin de la loi de Moore égale le début du multicore. Alors les multicorps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, c'est-à-dire les spécialistes des microprocesseurs, ils arriveront à construire un CPU, mais dans lequel vous avez plusieurs cœurs, donc forcément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez logiquement plusieurs unités arithmétiques et logiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le CPU, si vous avez par exemple 4 corps dans votre CPU, ça veut dire que votre CPU, il est capable d'exécuter 4 instructions en même temps. C'est-à-dire on est allé vers une architecture parallèle, c'est-à-dire comment exécuter d'une manière le CPU, comment lui demander d'exécuter en parallèle plusieurs instructions en même temps. Alors forcément, ces dernières années, quand vous achetez maintenant un ordinateur, l'une des caractéristiques que vous cherchez, combien de corps? Alors forcément, plus il y a plus de corps, plus votre ordinateur il devient plus rapide et plus performant. Alors, maintenant, donc, logiquement, vous avez donc une évolution qui s'est faite à ce niveau-là. Alors, sauf que dans la technologie des CPU, il y a quelque chose, forcément, vous pouvez avoir un CPU avec 4 cœurs, avec 8, avec, je ne sais pas, mais ça reste toujours limité. Mais il se trouvait que, avant même les années 2010, il y avait, il y a NVIDIA, que vous connaissez bien. NVIDIA, c'est une entreprise qui avait, qui créait des cartes graphiques. N'est-ce pas? Et la carte NVIDIA, NVIDIA, en quelque sorte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés à créer une carte graphique qui s'appelle tout simplement, qui s'appelait les GPU. Alors, GPU, ça veut dire Graphical Processing Unit. Alors, en fait, les cartes graphiques NVIDIA étaient destinées principalement pour les jeux vidéo. C'est comment accélérer
le rendu graphique dans les jeux vidéo à l'époque. C'est-à-dire avant les années 2010, c'était fait dans ce sens-là. Et si vous regardez, si vous achetez aujourd'hui une carte graphique NVIDIA, et d'ailleurs il y en a beaucoup parmi vous qui peut-être qui ont dans leur ordinateur, si vous regardez les caractéristiques de la carte graphique, vous trouverez peut-être NVIDIA ou AMD, en tout cas GPU. Alors, si vous achetez une carte graphique NVIDIA, que vous pouvez installer sous forme d'un adaptateur que vous pouvez mettre dans l'unité centrale de votre ordinateur, finalement, qu'est-ce que vous avez? Ce que vous avez, c'est que la carte GPU, il offre des milliers de petits microprocesseurs. Il ne s'agit plus de 4 ou 8, c'est des milliers de petits microprocesseurs graphiques. Pourquoi ils les appellent les processeurs graphiques? Parce qu'au début, ils étaient utilisés uniquement pour faire le rendu graphique. Autrement dit, quand il y a des jeux 3D, l'animation et tout ça, alors si vous voulez faire de l'animation 3D avec une qualité que vous connaissez dans les jeux, alors si déjà, bon, c'est juste à titre d'indication, quand vous faites une animation 3D, ça veut dire que finalement vous avez minimum, il y a 30 images par seconde que vous allez calculer. Et chaque image, si vous prenez juste 640 x 480, c'est beaucoup de pixels. Donc si vous voulez faire ces calculs-là, ces animations, avec un CPU, sachant que le CPU, il fait déjà autre chose dans la machine, avec un CPU, vous êtes incapable de faire, c'est-à-dire ce rendu-là en temps réel. Parfois, avec un CPU, donc vous allez voir que votre animation, il tourne relativement très lente, etc. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas la capacité de faire ces calculs, si vous voulez, en temps réel. C'est pour cela que les GPU étaient des cartes qui étaient destinées pour ça. Donc, il y a des milliers de petits microprocesseurs. Et donc, dès qu'il y a un rendu graphique, tout ce qui est l'animation, tout ce qui est calcul des rotations, des translations, tout ce qui est les déformations au niveau des images et tout ça, au lieu de faire des calculs avec le CPU, on va le faire tout simplement avec le GPU. C'est des accélérateurs graphiques. Et quand vous utilisez GPU, c'est que vous êtes en train de faire des calculs massivement parallèles. Alors ça, c'est important parce que vous avez une partie dans votre cours qui concerne les architectures parallèles. Alors, professeur Boetten, donc, il va vous donner une idée sur les architectures parallèles par la suite. Et dans cette évolution-là, à un moment donné, vous allez voir que le GPU, donc ça c'est l'une des architectures qui sont très très exploitées au niveau même industriel. Et vous, particulièrement dans votre spécialité, parce que vous allez faire du machine et deep learning, et vous allez voir que la présence des GPU dans une machine, pratiquement pour faire de l'apprentissage, pour faire de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'assez important. Je crois que pour les gens qui ont déjà assisté les présentations que j'ai faites dans les séminaires, donc j'avais déjà parlé de ça, ça c'est quelque chose de fondamental. Alors sauf que, en fait, à partir de 2010, ce qui s'est passé, c'est que NVIDIA avait ouvert l'architecture des GPU pour le calcul scientifique, en créant un langage qui s'appelait CUDA, en fait, qui est basé sur le langage C, avec lequel on peut faire du calcul parallèle. Ça veut dire quoi, faire du calcul parallèle? Par exemple, vous voulez faire la somme de deux matrices. Je vous donne juste un exemple. Faire la somme de deux matrices. Vous avez une matrice, par exemple, 1000 fois 1000, plus une matrice 1000 fois 1000. OK? Si vous voulez faire cette somme avec la programmation séquentielle, avec un CPU, qu'est-ce que vous faites? Vous faites for i égale, for j égale, pour chaque i, pour chaque j, prenez chaque celui, vous mettez par exemple a de ij égale, plutôt c égale a de ij, c de ij égale a de ij plus b de ij. Donc c'est-à-dire vous allez finalement, il y a combien d'opérations de somme que vous allez faire? C'est 1000 fois 1000, n'est-ce pas? Prenez 1000 opérations d'addition que vous allez faire pour faire ça. Alors, si vous utilisez un GPU, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe, c'est que la première matrice, elle va être stockée dans le GPU. Et comme dans le GPU, par exemple, il y a beaucoup de microprocesseurs, donc ça veut dire que dans le GPU, donc, je vais stocker la matrice A et je vais stocker la matrice B. Au lieu de faire for i, for j, ben, je vais tout simplement demander en parallèle à chaque microprocesseur de GPU de faire la somme de deux éléments. Donc, si on essaie de faire ça d'une manière parallèle, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va avoir quelque chose de très
accélérez. Au lieu de prendre beaucoup de temps à faire la somme de deux matrices, ben, vous le faites en une seule opération. La somme de deux matrices, ce n'est pas 1000 fois 1000 opérations, mais plutôt c'est une seule opération. Pourquoi? Parce que chaque processeur, chaque opération de sommation, elle est faite par un processeur graphique. Donc forcément, ça permet d'accélérer les calculs. Alors, donc, dans les architectures, les ordinateurs que vous allez beaucoup utiliser, bien sûr, on va dire professionnels, à un moment donné, alors j'ai parlé de la somme de deux matrices, mais en réalité, c'est pas dans les algorithmes qui utilisent beaucoup de données, l'image, le calcul matriciel, les opérations de l'algèbre linéaire, tout ça, c'est vraiment quelque chose de très important qui a été utilisé principalement par les algorithmes de machine et deep learning. Alors, les algorithmes de machine et deep learning, pour faire de l'apprentissage, et ça, vous allez le faire dans le cours dans la partie machine et deep learning, pour faire l'apprentissage, ces algorithmes prennent beaucoup de temps. Les algorithmes de rétropropagation du gradient, ça prend beaucoup de temps. Il dit que, donc, pourquoi ça prend beaucoup de temps? Parce qu'il y a beaucoup de calculs matriciels. Donc, si vous avez un GPU dans votre machine, tout simplement, ça va se faire très rapidement. C'est la raison pour laquelle, en entreprise, les gens qui travaillent sur tout ce qui est le machine et deep learning, forcément, ils achètent du matériel dans lequel il y a des cartes GPU. Donc, c'est juste pour vous dire, en tout cas, alors tout ça, c'est des choses, forcément, vous n'êtes pas obligé de retenir tout ça, mais ce que vous devrez juste retenir à ce niveau-là, dans un ordinateur, il y a du matériel. Parmi les composants matériels les plus importants, il y a le microprocesseur. Et dans les microprocesseurs, vous avez les CPU et les GPU. CPU, généralement, vous pouvez avoir plusieurs corps, c'est-à-dire plusieurs unités arithmétiques et logiques. Donc ça, c'est une technologie à part. Mais par contre, les GPU, c'est tout simplement, dans les GPU, vous avez des milliers de petits microprocesseurs. Alors que je dis bien des petits, ça veut dire que sont pas, si vous prenez un petit microprocesseur lui-même, ce n'est pas puissant. Mais ce qui fait un peu la puissance des GPU, c'est que c'est cette architecture qui est massivement parallèle. Alors, ça c'est le processeur, le composant principal. Après, par la suite, alors pour les autres composants, donc vous avez bien sûr, donc, vous avez besoin d'un disque dur dans votre ordinateur. C'est fait pour stocker tout ce qui est, tous les programmes que vous utilisez, toutes les données que vous utilisez sont stockées d'une manière persistante. Vous avez besoin de la RAM, la mémoire vive. Alors forcément, la particularité de la RAM, donc je dois juste vous le rappeler, c'est que c'est une mémoire qui est volatile. Le terme utilisé, volatile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez hors temps sur l'ordinateur, toutes les données qui sont dans la RAM vont disparaître, vont être perdues. Alors c'est la raison pour laquelle on a besoin d'enregistrer ces données-là dans des unités persistantes. Alors forcément, le disque dur, donc c'est quelque chose d'assez important dans une machine, donc ça vous le savez. Alors dans les disques durs, la même chose, il faut regarder un petit peu au niveau de l'évolution. En tout cas, l'évolution, les disques durs IDE, SATA, et on est dans les disques durs les SD, etc. Donc la technologie également, elle a évolué à ce niveau-là. Et la même chose dans les disques durs, la capacité des disques durs, donc à chaque fois, plutôt, et il s'accroît donc de temps, c'est-à-dire au fur et à mesure que la technologie avance à ce niveau-là. Alors, tous les programmes exécutés dans une machine, ils sont bien sûr forcément chargés dans la RAM, ça vous le savez. Et quand, en fait, c'est qui va exécuter le programme qui est chargé dans la RAM? C'est le CPU. Et le CPU, bien sûr, donc pour lui, il va exécuter instruction par instruction. Et chaque instruction, forcément, il fait appel à ses unités arithmétiques et logiques et ses registres internes pour exécuter l'opération. Alors, mais après, il y a quelque chose d'important également que vous oubliez souvent, parce que souvent dans les entretiens d'embauche, etc., vous êtes informaticien, vous faites du big data, cloud computing, vous faites je ne sais pas quoi, et après, on revient sur les bases. Il y a quand même, je trouve que c'est dommage que quelqu'un qui est un ingénieur en informatique, à un moment donné, il ne connaît pas, en fait, il connaît pas, c'est pas qu'il ne connaît pas, c'est que pour lui, c'est des banalités, mais quand on vous demande d'expliquer, mais vous ne trouvez rien à dire, n'est-ce pas? Alors c'est pour cela,
Je vais vous rappeler tout ça. Alors, dans l'ordinateur, il y a un programme qui est très important, qui est le premier programme qui va démarrer quand vous mettez sous tension l'ordinateur, c'est le BIOS. Ça, vous le savez également. Alors, en fait, le BIOS est un programme. Bien sûr, bon, on ne peut pas le stocker dans la RAM parce que la RAM est volatile. N'est-ce pas? Il n'est pas stocké dans le disque dur parce que c'est un petit programme qui a besoin forcément de démarrer dès que vous mettez sous tension l'ordinateur. On n'a pas besoin forcément de le mettre, on a besoin plutôt de le mettre quelque chose dans un endroit qui est plus sécurisé, difficile à modifier, etc. Parce que si vous perdez en fait ce programme-là, forcément votre machine ne peut pas démarrer. Donc c'est la raison pour laquelle historiquement, à l'époque, le BIOS en quelque sorte était stocké dans des mémoires mortes, les ROM, à l'époque. Ça veut dire quoi, ROM? Ça veut dire, une fois qu'on stocke quelque chose, on ne peut plus modifier. Mais le problème qui s'est posé à un moment donné, c'est que parfois on a besoin de mettre à jour le BIOS, n'est-ce pas? Et bien, avec les ROM, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut carrément supprimer le circuit et mettre un autre circuit. Donc c'était à l'époque, c'est ce que se faisait. Mais à un moment donné, on est allé vers, plutôt au lieu d'utiliser des ROM, on était dans des EPROM, c'est-à-dire, plutôt actuellement c'est des EPROM, c'est-à-dire Electric Erasable Programmable ROM. C'est les ROM qui sont programmables par voie électrique. Ça veut dire quoi? C'est des mémoires mortes, ça veut dire qu'ils ne sont pas volatiles, c'est-à-dire même si vous mettez hors tension votre ordinateur, il va garder les informations, mais par contre qu'on peut modifier, par voie électrique. Quand je dis par voie électrique, c'est-à-dire par programme. Ça veut dire qu'on peut mettre à jour facilement le BIOS, mais via une application, et c'est ce que vous connaissez par flasher. Flasher, n'est-ce pas? Je vais flasher mon téléphone portable, je vais flasher mon... je ne sais pas quoi. Flasher, c'est-à-dire finalement, il vous faut un programme qui est capable d'aller vers, c'est-à-dire ce circuit-là, et en quête d'effacer et d'installer à nouveau, soi-disant, le programme. Bon, au début, c'était un peu dur pour vous ne le connaissez pas parce que quand on est passé des rangs vers les EPROM, il y avait un problème de virus. À l'époque, il y avait un virus qui attaquait le BIOS. Alors c'était dramatique pour les entreprises parce que un virus, du moment il exploite que le fait qu'une application peut attaquer, bon, il a exploité des failles. Ce qui fait à l'époque, il y a des virus qui étaient capables d'attaquer le BIOS, et quand il y a un virus qui attaque le BIOS, il le détruit, et du coup, donc, votre machine ne peut plus démarrer. Bon, c'était ça, c'était un peu l'un des problèmes. Mais depuis, bien sûr, donc, avec les EPROM, avec les systèmes de sécurité qui se sont développés, ce problème pratiquement ne se pose plus, quoique ça peut se poser, bien sûr, du moment qu'il est accessible via une application. Alors, autre chose. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'après, on va parler de la virtualisation. Alors, pour comprendre et pratiquer la virtualisation, il faut absolument d'abord retrouver les architectures physiques. Alors, dans ces EPROM-là, il y a le BIOS, donc c'est Basic Input Output System. C'est le premier programme qui va démarrer. Alors, quand vous mettez sous tension votre ordinateur, qu'est-ce qu'il fait? Bon, le système, il va charger le BIOS, il va le démarrer. Quand je dis bien il va le démarrer, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il va être chargé dans la RAM, et par la suite, c'est le CPU qui va l'exécuter. Et quand il démarre le BIOS, en fait, ce programme-là, le BIOS, en quelque sorte, la première opération qu'il fait, c'est une opération qui s'appelle l'autotest de démarrage. Vous la connaissez également. Avant de faire le boot, avant de démarrer le système d'exploitation, en fait, le BIOS, il a besoin de faire ce qu'on appelle l'autotest de démarrage. Alors, c'est quoi l'autotest de démarrage? C'est une opération qui consiste à tester le bon fonctionnement du matériel.
Il fait tout simplement, il envoie des signaux dans le disque dur. Est-ce qu'il est branché? Est-ce que ça marche? La RAM, on va tester la RAM, est-ce que ça marche, quelle capacité, etc. On va tester est-ce que les éléments sont connectés, hein? Bien sûr, avant de commencer à démarrer, donc ce programme-là fait quelque chose d'assez important, c'est quelques fractions de secondes. Et généralement, quand il y a un problème matériel, souvent vous allez entendre des bips, n'est-ce pas? Quand il y a un seul bip, ça veut dire c'est OK. Quand il y a beaucoup de bips de suite, ça veut dire qu'il y a quelque chose de défectueux au niveau du matériel. Soit le disque dur, soit etc. Bon, tout dépend des cas. Ce programme s'appelle l'autotest de démarrage. Une fois que l'opération d'autotest de démarrage réussit, et bien tout simplement, en fait, ce qu'il fait l'autotest de démarrage, ce que je n'ai pas dit, quand il va par exemple consulter le disque dur ou bien la RAM, etc., ben, il va en fait diagnostiquer en fait les éléments, mais ce qu'il fait souvent, c'est-à-dire ce programme d'autotest de démarrage, il est configurable. On peut le configurer. Ça veut dire que par exemple, je peux en quelque sorte, je peux par exemple, je peux lui dire par exemple quelque part que j'ai en fait 2 disques durs, hein, n'est-ce pas? Je peux lui dire par exemple j'ai installé un 3e disque dur, ou je peux par exemple lui dire voilà je vais booter à partir d'un disque dur ou bien un CD-ROM, etc., changer l'ordre de boot, etc. Ça vous le savez. Et ben c'est quelque chose que vous faites avec un petit programme qui s'appelle le setup. Également vous le connaissez. En fait, le setup c'est quoi? Quand vous démarrez votre ordinateur, dès que l'autotest de démarrage passe, quand vous entendez ce bip, souvent c'est pas le cas, bah, qu'est-ce qui se passe, c'est que il vous demande souvent appuyer sur la touche F1, F10, contrôle, etc. pour accéder au setup. Alors, si vous démarrez c'est-à-dire ce programme-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous permettre tout simplement d'accéder à un ensemble de données de configuration de votre machine. Les données de configuration de votre machine, ils sont stockés dans une mémoire également. Alors, sauf que cette mémoire-là, c'est un peu particulier. C'est une mémoire qui s'appelle le CMOS. Alors, pourquoi le CMOS? Parce que d'abord, c'est une mémoire à faible consommation d'énergie. Ça veut dire que c'est une mémoire d'abord vive, elle est volatile. C'est-à-dire, si vous mettez des données, dès que vous mettez hors tension, ben, les données vont disparaître. Mais comment on arrivera à conserver ces données? Donc ça veut dire que dans votre ordinateur, il vous faut une petite pile, forcément, qu'il faut avoir dans l'ordinateur, et qui est utilisée pour alimenter ce CMOS. À l'époque, ben, les anciens ordinateurs, si vous avez la chance de regarder, peut-être on va faire une visite un jour, on revenir sur les 486 et les 286. Si vous ouvrez l'unité centrale, vous allez voir la pile, c'est une pile métallique, genre de pile que vous trouverez dans exactement. Oui. Exactement. Alors, quand bien sûr cette pile ne marche plus, alors forcément, qu'est-ce qui se passe? Dès que vous mettez hors tension votre ordinateur, ben, les données sont effacées. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous démarrez l'ordinateur, il faut lancer le setup pour charger les données par défaut, ou plutôt il faut à chaque fois modifier, n'est-ce pas? Sauf qu'à partir d'un moment donné, en fait, on n'utilise plus ces piles classiques, mais on utilise des condensateurs. En fait, c'est des condensateurs qui sont utilisés pour pouvoir régler ce problème-là. Donc forcément, donc si vous voulez, par exemple, changer l'ordre de boot, vous voulez booter sur d'abord un CD, ensuite la disquette, ensuite le disque dur ou l'inverse, ou vous voulez booter sur le réseau, là, une clé USB ou je ne sais pas quoi, au démarrage, où est-ce que vous allez changer ça? Tout simplement, vous démarrez votre ordinateur, le BIOS démarre, vous appuyez sur la fameuse touche CTRL F10, etc. Et après, il vous permet d'afficher les données qui se trouvent dans le CMOS. Ce programme s'appelle le setup. Et quand il vous affiche ces données-là, mais après, vous allez activer des choses. Parmi les fonctions d'ailleurs qui va nous intéresser important, c'est que, par exemple, pour faire la virtualisation dans un ordinateur, ben, à un moment donné, il faut activer l'option de virtualisation. Donc, tout ça, ça se passe à ce niveau-là. Bien.
Alors, une fois que, bien sûr, le système démarre, le BIOS démarre, l'étape suivante, donc d'abord, comme je disais, le BIOS, il y a l'autotest de démarrage, et par la suite, il y a... Et après, vous avez un instant, vous pouvez démarrer le setup pour changer la config, mais une fois que l'autotest de démarrage passe, et si vous n'avez pas déclenché le setup, il faut un laps de temps, et bien tout simplement, il va passer vers l'étape qui s'appelle le boot. Ça, vous le savez. Alors, le boot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, déjà, ça veut dire quoi, Basic Input Output System? C'est-à-dire, c'est le système de base des entrées-sorties. Ça veut dire que c'est un petit système d'exploitation. C'est lui qui est responsable de gérer les entrées-sorties de base. C'est lui qui va permettre d'écrire sur le disque, d'aller vers le CD, d'aller vers une disquette, je ne sais pas quoi, d'envoyer des messages vers l'écran, etc., le clavier. Donc ça veut dire les opérations de base d'entrée-sortie, c'est le BIOS qui va les exécuter. Il est fait pour ça. Donc une fois qu'il arrive à terminer cette opération, donc il va passer vers l'étape du boot. Alors le boot, ça veut dire quoi? Ben, tout simplement, il va vers le disque dur, dans un secteur particulier qui s'appelle le boot, pour démarrer le système d'exploitation. Alors maintenant, le système d'exploitation, où est-ce qu'il va le chercher? Est-ce qu'il va le chercher dans le disque, ou bien dans la disquette, ou dans le CD-ROM, etc.? Ça, vous le savez. Ben, tout simplement, ça va dépendre de la configuration que vous avez dans le setup, que vous avez fait avec le setup. Alors, si vous avez choisi, par exemple, CD-ROM en premier, ensuite le CD, plutôt le disque dur, ben, il va regarder le CD. Bon, s'il n'y a pas de CD, et s'il n'y a pas c'est-à-dire s'il n'y a pas de système qui va démarrer, ben, tout simplement, il va passer vers le disque, ainsi de suite. Donc, quand il va vers le disque dur, ben, tout simplement, il va chercher à démarrer un système d'exploitation. Bon, quand il trouve un système dans le boot, ben, tout simplement, il va le démarrer. Forcément, dans le boot, vous allez dans votre machine, vous avez installé soit Linux, Windows, macOS, Android, je ne sais pas, n'importe quel système d'exploitation. Ben, ce système va démarrer. Ben, et du coup, donc, ce système d'exploitation, c'est lui qui va gérer, bien sûr, maintenant votre ordinateur. Forcément, toutes les applications que vous allez démarrer par la suite, ben, tout simplement, les applications, ils vont communiquer, bien sûr, c'est grâce au système d'exploitation qui va leur permettre d'accéder aux ressources, d'utiliser les ressources de l'ordinateur, c'est d'accéder au CPU, d'accéder au disque dur, d'envoyer des messages via le réseau. Alors, tout est orchestré par le système d'exploitation. Mais il ne faut pas oublier que le système d'exploitation lui-même, il s'appuie sur le BIOS. Il y a des opérations de base, c'est le BIOS qui va les faire. Alors, après, donc, vous avez des applications que vous installez, que vous lancez. Mais après, problème à l'époque, c'est que le problème qui était rencontré à l'époque, c'est qu'à un moment donné, vous installez par exemple le système Windows, je ne sais pas quoi, et à un moment donné, vous avez besoin de système Linux, par exemple, un système d'exploitation. Alors, ce qu'on faisait à l'époque, c'était pratiquement un problème. Qu'est-ce qu'on faisait? Ben, tout simplement, on va installer le système Windows dans l'ordinateur via un système de partitionnement. On va installer Linux dans le même ordinateur. Mais le seul problème, c'est qu'au démarrage, il faut choisir. Est-ce que vous allez booter avec Windows ou bien Linux? Ça veut dire qu'ici, dans l'opération du boot, il va trouver qu'il y a plusieurs il y a plusieurs systèmes d'exploitation. Et après, c'est à vous de choisir lequel vous allez démarrer. Et quand vous allez choisir de démarrer, par exemple, Windows, eh bien, tout simplement, votre machine, c'est Windows. Mais si vous voulez utiliser Linux, il va falloir arrêter l'ordinateur, la redémarrer et démarrer avec Linux. Donc, il était pratiquement à l'époque impossible de faire fonctionner deux systèmes d'exploitation en même temps dans la même machine. Ce qui fait que les entreprises, pour faire ça, ils vont acheter des ordinateurs. Un ordinateur, là, je mets Windows, un autre ordinateur Linux, un autre ordinateur. C'est-à-dire, il fallait investir sur plusieurs machines. Alors, jusqu'à une époque, donc, je n'ai pas parlé de tout ça, j'ai parlé de... Voilà. Et après, par la suite, il n'y a pas que, bien sûr, ces composants, mais après, il y a les cartes, il y a les adaptateurs. Alors, forcément, vous avez USB adapter qui va être utilisé pour connecter les périphériques, comme la souris, le clavier, etc. Il y a VGA adapter, la carte graphique, il y a Ethernet adapter, il y a wireless adapter, etc., etc. Donc, ça veut dire que finalement, dans votre machine, vous avez plusieurs petites cartes
qui vont permettre donc de connecter votre ordinateur avec le monde extérieur, notamment avec les périphériques. Alors comme il était à l'époque très difficile bien sûr de faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation dans la même machine, on attendait une idée géniale, en tout cas qui va bouleverser, qui va changer beaucoup le monde, en tout cas des technologies. D'ailleurs c'était VMware qui avait une idée un petit peu, on va dire, folle au départ, parce que au départ il y en a beaucoup qui n'avaient pas compris ça va servir à quoi en fait. C'est quoi l'idée principale? C'est que j'ai un ordinateur, j'ai bien un système d'exploitation qui démarre. Une fois que vous avez le système d'exploitation qui démarre, et bien tout simplement on peut démarrer des applications. Et parmi les applications, et bien tout simplement VMware va créer une application qui va permettre de créer ce qu'on appelle des machines virtuelles. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette application-là, bon, ce que nous allons, après on va retrouver les noms qui sont utilisés. Donc c'est ce qu'on appelle l'hyperviseur. Il va permettre de créer des machines virtuelles. C'est-à-dire quand vous avez une application, finalement une application c'est quoi? Si vous faites l'orienté objet, une application, il va créer un ensemble d'objets qui sont connectés entre eux. Chaque objet a un état, un comportement, et forcément c'est des applications assez classiques si vous voulez. Donc quand vous dites je crée une machine virtuelle, ça veut dire que finalement vous allez créer, soi-disant, un environnement dans lequel on va d'abord créer des composants de la machine virtuelle. Alors cette fois-ci, c'est des composants virtuels, ce n'est pas des composants matériels. Donc forcément, ça veut dire que dans le matériel, vous avez le disque dur, la RAM, etc. Les cartes, la même chose ici. On va avoir, par exemple, un disque dur virtuel. On va avoir, quasiment, on peut virtualiser tous les composants, sauf qu'il y a un certain nombre de composants qui ne servent à rien de virtualiser parce que c'est, comme le CPU et tout ça, qui sont des ressources qui sont souvent partagées. Donc, bref, on peut virtualiser tous les composants que vous avez là. C'est-à-dire que vous avez une carte réseau virtuelle, une carte, tous les adaptateurs virtuels, vous choisissez ce que vous voulez. Alors, quand vous dites un composant virtuel, c'est quoi? C'est un objet qui va être créé. Et à partir de là, quand vous créez ces composants virtuels, c'est une manière un petit peu de créer une application qui représente soi-disant l'architecture physique, qui permet de traduire l'architecture physique d'un ordinateur, mais sous forme d'objets, de composants virtuels. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on va démarrer cette machine virtuelle, et bien tout simplement, on peut démarrer soi-disant un nouveau système d'exploitation. On peut carrément installer un nouveau système d'exploitation. Et quand le système d'exploitation s'installe, alors pour lui, tout ce qu'il connaît, pour lui, la machine, c'est ça. Il ne connaît pas tout ce qui est, bien sûr, physique, mais il ne connaît que les composants virtuels. Ça veut dire que finalement, la même chose, il y a tout ce que je viens de vous dire là, il est là. Ça veut dire il y a le BIOS, il y a je sais pas, il y a il y a tout ce qui est l'autotest de démarrage, il y a plein de choses qui vont se faire, mais cette fois-ci, au niveau des composants virtuels. Alors, quand vous installez le système d'exploitation, donc vous pouvez l'installer, vous pouvez le démarrer. Une fois que vous le démarrez, donc vous pouvez démarrer de nouvelles applications, ça vous le savez. Illico, donc vous avez une machine virtuelle, c'est un environnement encloisonné dans lequel vous avez un système d'exploitation et vous avez des applications. Alors, sauf que quand vous êtes dans une machine virtuelle, votre application, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous voulez écrire par exemple sur le disque dur. Qu'est-ce qui se passe? Votre système va écrire sur le disque dur. Donc ce système-là, il va écrire sur le disque dur virtuel. Et quand il écrit sur le disque dur virtuel, qui est un objet, qu'est-ce qu'il fait ce disque dur virtuel? Il va tout simplement traduire l'opération vers l'écriture sur le disque dur physique. Ça veut dire que ces composants virtuels, c'est tout simplement des proxys. Ils vont interpréter. L'OS va leur dire « je veux afficher quelque chose ». Tout simplement, ce composant virtuel, il va se débrouiller pour, cette application de virtualisation, parce que c'est elle qui va faire le travail, va se débrouiller pour demander au système d'exploitation tiens, je veux écrire sur le disque, et après, ça c'est ce qu'on appelle le système d'exploitation hôte, et ça c'est ce qu'on appelle le système d'exploitation invité. Il y a hôte, c'est lui qui gère, et après c'est l'invité.
Alors au départ, donc si vous avez ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut également démarrer une autre machine virtuelle. La même chose, je peux créer une autre machine virtuelle, là je mets par exemple 20 Go de disque, et là je mets 40 Go de disque, je mets une capacité de mémoire, là je mets 6 mégas, plutôt là 6 Go, là je mets par exemple 2. Je peux mettre ici une carte réseau, je ne sais pas, Intel, et là je peux mettre une carte réseau, je ne sais pas quoi, alors que la carte réseau ici physique que j'ai, ça n'a rien à voir avec ni l'une ni l'autre. Tout ça, si vous pouvez choisir des composants virtuels d'une manière un peu complètement différente. Donc, et après vous pouvez démarrer un autre système d'exploitation, là je peux avoir Windows, Linux ou macOS ou Android par exemple, et après je peux démarrer les applications. Alors ça c'est en fait le VMware il a réussi à faire ça. Au départ donc pratiquement les gens se posaient la question, mais finalement quand vous démarrez plusieurs machines virtuelles, finalement en termes de performance, parce que toutes les machines virtuelles vont utiliser le même CPU, c'est le même disque dur, donc finalement ils vont partager les mêmes ressources. Vous n'êtes pas en train d'accroître les performances de votre ordinateur soi-disant, mais votre ordinateur ne peut fonctionner qu'avec les performances de ce qui est matériel. Alors si vous avez 16 Go, bah, tout simplement toutes les machines virtuelles vont partager les 16 Go. Donc si vous avez par exemple un CPU avec par exemple 8 cœurs, bah, tout simplement à un moment donné il faut chaque machine virtuelle vous dites bah, je vais utiliser 4 cœurs et l'autre il va utiliser 2, etc. Donc vous allez les partager. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Pas de questions, donc ça veut dire que c'est très clair. Alors, c'est exprès, même si je reprends des choses, attention, je vous explique des choses, mais surtout, vous allez retenir un peu on va dire le bagage conceptuel, parce qu'à un moment donné, si vous-même, on vous demande de présenter l'architecture d'un ordinateur, que vous soyez capable de la présenter, de la bien décrire. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que vous savez des choses, mais à un moment donné, vous ne savez pas par quoi commencer. Bon, en tout cas, vous pouvez toujours revenir à cette présentation pour structurer un peu les choses que vous connaissez. Alors, maintenant, quand vous démarrez bien sûr plusieurs machines virtuelles, ben, les choses ont beaucoup évolué. C'est que, d'abord, quand on est dans la logique de la virtualisation, après on va voir qu'on peut virtualiser pratiquement beaucoup de choses, pas uniquement les OS, mais plein de choses. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un système d'exploitation hôte. Alors si le système d'exploitation hôte pratiquement n'est plus, c'est-à-dire si tout ce que vous faites c'est dans les machines virtuelles, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de ces applications. Toutes les applications que vous les utilisez, c'est à l'intérieur des machines virtuelles. Alors dans ce cas-là, logiquement, le système d'exploitation hôte que vous voyez là, pratiquement ne sert pas à grand-chose. Alors après, les éditeurs d'outils de virtualisation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils vont dire tout simplement, pourquoi pas, c'est-à-dire cette application de virtualisation, pourquoi pas elle va jouer le rôle carrément de système d'exploitation. Ben, c'est ce qui va se passer, notamment par la suite, c'est que on peut avoir, au lieu d'avoir un système d'exploitation, ben, tout simplement ce système d'exploitation, c'est l'application de virtualisation, c'est l'hyperviseur qui va jouer même le rôle. Sauf qu'on n'a pas besoin d'un grand système d'exploitation, on a besoin vraiment de l'essentiel pour pouvoir gérer les entrées-sorties. Et du coup, donc, vous allez avoir quelque chose de plus performant que si vous démarrez votre système avec un OS, on va dire hôte, et par la suite, vous démarrez des machines virtuelles. Voilà. Alors donc, la virtualisation, c'est quoi? La virtualisation, c'est faire fonctionner une même machine physique, dans une même machine physique, plusieurs environnements. C'est comme si, bien sûr, ils fonctionnent dans des machines physiques qui sont différentes. Alors l'idée principale, comme je disais, vous avez une architecture physique, vous avez une architecture qui est virtualisée, il y a des composants matériels, physiques, mais à partir, une fois que vous démarrez votre outil de virtualisation, vous avez la possibilité de créer des machines virtuelles. Et quand vous créez des machines virtuelles, ça veut dire que vous créez des composants, on va dire, virtuels. Et à partir de là, vous pouvez démarrer un OS, et dans l'OS, vous démarrez vos applications. Et l'OS que vous démarrez, en principe, pour lui, tout ce qu'il connaît, c'est cette machine-là. Et après, ces composants virtuels, c'est eux qui vont se charger de traduire les appels
du système d'exploitation vers les composants, c'est-à-dire vers l'OS hôte, bien sûr, qui va se charger d'accéder bien sûr aux ressources matérielles, bien sûr, qui sont disponibles au niveau de l'OS. Alors pour cela, donc on va utiliser quelques mots donc, que vous connaissez également. Donc c'est-à-dire cette couche de virtualisation, c'est ce qu'on appelle un hyperviseur. En fait, l'hyperviseur, donc principalement, il y a deux types d'hyperviseurs, ça vous devrez également le savoir. C'est que l'hyperviseur, donc son rôle d'abord, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est lui qui va contrôler c'est lui qui contrôle les processeurs et les ressources des machines physiques. Donc, forcément, c'est lui qui va contrôler donc le partage de tout ce qui est matériel pour plusieurs machines virtuelles. Il va allouer à chaque machine virtuelle les ressources dont il a besoin. Alors, il y a une machine qui a besoin de 20 Go de disque et 4 Go de mémoire, etc. Mais il y a un autre qui a besoin d'autres ressources. Donc, c'est lui qui va allouer ces ressources. Il va les partager en quelque sorte. Et après, donc, vous avez, tout simplement, il va s'assurer que les VM ne s'interfèrent pas. Logiquement, c'est que toutes les VM, à un moment donné, elles vont fonctionner, elles vont accéder aux mêmes ressources matérielles. Donc, il y a la concurrence. Hein. Tout le monde veut accéder au disque, tout le monde veut accéder au CPU. Alors, forcément, donc, il va faire de l'ordonnancement pour éviter que les machines virtuelles ne s'interfèrent pas dans l'accès à une ressource qui est partagée. Alors, donc, il y a deux types d'hyperviseurs. Il y a l'hyperviseur de type 1 et l'hyperviseur type 2. Alors, ce que je viens de présenter tout à l'heure, c'est l'hyperviseur type 2. Alors, avec l'hyperviseur type 2, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez l'infrastructure matérielle, vous avez l'OS hôte, qui est un système d'exploitation qui doit démarrer d'abord, Windows, Linux, etc. Et au-dessus duquel vous allez installer un hyperviseur, VirtualBox, VMware, etc., etc. Une fois que vous installez donc c'est-à-dire cet outil de virtualisation, par la suite vous créez vos machines virtuelles et chaque machine virtuelle utilise son propre OS. Alors ça c'est l'hyperviseur type 2, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure. Alors qu'il y a encore quelque chose de plus performant, si souvent on est dans cette logique. Si tout ce que vous faites, comme je disais, donc vous avez une approche complètement virtuelle, tout ce que vous faites c'est dans des machines virtuelles, alors logiquement ce système d'exploitation hôte ne sert plus à grand chose. Il ne va qu'alourdir votre système. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement on va le supprimer. Mais il nous faut quand même un système d'exploitation qui démarre en premier lieu. Mais qu'est-ce qui va jouer ce rôle-là? C'est l'hyperviseur lui-même. C'est-à-dire en fait l'hyperviseur type 1, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle bare metal. Donc il va s'exécuter directement d'abord sur le hardware. Donc c'est un outil qui contrôle l'OS hôte, donc c'est-à-dire qui va jouer le rôle de l'OS hôte. Et souvent c'est le modèle qui est le plus répandu au niveau des entreprises, parce que les entreprises qui utilisent le système de virtualisation, souvent ils utilisent donc un hyperviseur type 1. Mais dans vous, par exemple, dans les postes de travail, dans la majorité des cas, plutôt, on va opter pour l'opération type 2. Forcément, donc, c'est comme ça que vous allez maîtriser les choses et que vous pouvez l'exploiter dans vos machines. Mais à un moment donné, il faut également passer vers cette virtualisation avec un hyperviseur type 1. Alors, quelques exemples des hyperviseurs type 1. Donc, Xen, Oracle Virtual Machine, VM, VMware, ESX, parce qu'en fait dans le VMware il y a beaucoup, c'est toute une collection, donc ça on y reviendra après. Et après au niveau de type 2, donc vous allez trouver donc VMware Workstation, vous trouverez VMware Fusion pour les Mac. Qu'est-ce qu'il y a ici le Mac? Alors pour les gens qui ont le Mac, donc vous aurez besoin d'installer. En fait, nous on va utiliser VirtualBox, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser. Mais si vous voulez utiliser VMware, vous utilisez VMware Fusion. Ça c'est pour les Mac. Bien sûr, en tout cas, autrement, vous pouvez utiliser VirtualBox. Alors VirtualBox c'est assez pratique, en fait c'est une solution qui n'est pas payante, elle est gratuite. Donc ce qui fait que pour vous, donc c'est quelqu'un qui veut déjà travailler beaucoup avec la virtualisation, et tout ce que vous allez faire cette année, toutes les TP, toutes les opérations, soit en dev, soit en opérationnel, tout ce que vous allez faire c'est dans des machines virtuelles.
Donc ça veut dire que vous allez, donc je vous avais envoyé un message dans ce sens-là. C'est pas rien parce que la majorité des choses, les outils que vous allez utiliser, ils sont dans un environnement Linux. Donc forcément, si vous avez une machine Windows, ce qui est préférable parce qu'il y a des outils que vous utilisez souvent, vous installez, en quelque sorte, ce que vous allez installer, c'est VirtualBox. Alors je vais vous faire une démo rapidement pour les gens qui ne savent pas le faire. Et à partir de là, donc, vous installez un système d'exploitation Linux. Particulièrement, on va utiliser Ubuntu. Donc ça, c'est le système qu'on va utiliser pour faire ça. Alors juste deux mots et après je vais m'arrêter. Donc ici, pour les hyperviseurs, donc on en a parlé. Alors au niveau de la virtualisation, parce qu'après je vais faire juste plus une démo, comme ça on va commencer déjà à toucher ce qu'on vient de dire. La virtualisation complète, il y a la virtualisation complète et ce qu'on appelle la para-virtualisation. Alors, dans la virtualisation complète, il permet de faire fonctionner n'importe quel système d'exploitation en tant qu'invité dans la machine virtuelle. C'est-à-dire n'importe quel système, vous l'installez, vous le faites fonctionner dans une machine, on va dire, en tant que machine virtuelle. Bon, c'est ce que je viens de dire jusqu'à présent. Ça veut dire que dans la virtualisation complète, l'OS n'a aucune idée, n'a aucune conscience qu'il est virtualisé. Donc, c'est-à-dire ce système-là, OS invité, pour lui, il ne saura jamais qu'il travaille dans une machine virtuelle. Pour lui, c'est une vraie machine. Parce que tout ce qu'il a devant lui, c'est des composants. Pour lui, il écrit sur les composants virtuels, mais après, c'est les composants virtuels qui vont se débrouiller pour traduire ça dans les composants physiques. Alors ça, c'est la virtualisation complète. Généralement, c'est plus simple à réaliser. Souvent, c'est ce qui va se passer, ce que vous allez faire dans un premier temps. Mais après, il y a également ce qu'on appelle la para-virtualisation. Dans la para-virtualisation, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va en quelque sorte modifier le noyau du système d'exploitation. On va installer ce qu'on appelle des drivers dans l'OS, dans l'OS invité, pour lui dire que tu ne fonctionnes pas dans une machine virtuelle, pour lui dire que tu fonctionnes dans une machine virtuelle. On va informer le système invité pour lui dire qu'il est en train de fonctionner dans une machine virtuelle. Et comme ça, il le saura. Et quand il va le savoir, il va tout simplement ces drivers, qu'est-ce qu'ils vont permettre en quelque sorte? Ils vont permettre aux applications qui vont tourner dans la machine virtuelle d'accéder directement aux ressources matérielles, sans passer par les ressources virtuelles. Alors, imaginez, dans la virtualisation complète, tout ce qui se fait, toutes les opérations sont envoyées vers les composants virtuels. Et c'est les composants virtuels qui vont faire l'interprétation. Ils vont interpréter, c'est-à-dire les appels, vers les appels des composants physiques. Alors, dans la para-virtualisation, il y a un certain nombre d'appels qui vont directement vers les ressources matérielles. Alors, en termes de performance, c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire, en quelque sorte, en termes de performance, vous allez gagner des performances. Mais sauf que, généralement, c'est un type de virtualisation qui est difficile à mettre en œuvre, mais également qu'il faut maîtriser parce que quand vous accédez, vous avez plusieurs machines qui sont configurées pour accéder, bien sûr, aux ressources matérielles directement. C'est qu'il faut bien configurer les choses pour éviter des problèmes de conflit. Donc, autrement, je vais m'arrêter là-dessus. Donc, les systèmes d'exploitation sont modifiés. Les modifications sont faites avec des insertions de drivers, c'est ce que je viens de dire, et qui permettent de rediriger. Parce qu'il y a interpréter, rediriger. Dans la virtualisation complète, les composants virtuels, ils vont interpréter les appels pour les traduire vers les appels physiques. Alors que dans la paravirtualisation, les appels, ils sont uniquement redirigés. Ils ne sont pas interprétés. Directement, dès qu'il y a un appel vers le composant virtuel, il est directement redirigé vers le composant physique. Alors ça, en quelque sorte, en termes de performance, c'est beaucoup mieux.
Alors, pour faire de la paravirtualisation, vous aurez besoin d'un certain nombre d'outils comme KVM, Xen, VMware ESX, Hyper-V de Microsoft, etc. Bon, ça, c'est globalement les outils. Bon, après la démo, après la pause, donc on va faire des démos. Il faudrait que je m'assure. Je suis sûr que tout ce que je viens de vous raconter ce matin, peut-être qu'il y en a ceux qui ont déjà des idées, ça c'est bien. Mais il faut d'abord qu'on parte sur quelque chose. Il faut maîtriser donc tout ce qu'on vient de dire à travers bien sûr une démonstration via VirtualBox. Alors, en tout cas, donc ça c'est comme je disais donc la création. Pourquoi je commence avec ce cours? Parce qu'il se trouve que pratiquement tous les TP que nous allons faire par la suite, donc on va essayer de travailler, vous allez travailler dans un environnement où forcément il y aura une machine virtuelle Linux. Donc il y a même des outils qui exigent d'avoir le système Linux pour pouvoir les installer. Quoique on trouvera toujours des solutions pour les faire fonctionner sous Windows. Mais du moment que vous allez faire comme je disais, développer la compétence de l'opérationnel, si vous êtes dans l'opérationnel, c'est ce que vous allez se vous manipuler. Donc pratiquement toutes les machines doivent être installées de cette manière-là. Donc c'est pour cela que je vais vous faire une démonstration et après on pourra discuter un petit peu ce qu'on peut faire. Alors en fait VirtualBox, donc c'est un outil de Oracle. Il est gratuit, vous pouvez le retrouver facilement, il n'y a pas de problème. À ce niveau-là. Alors, sauf que quand vous allez l'installer, donc vous aurez juste besoin de choisir votre OS hôte, c'est-à-dire le système qui va avec votre système d'exploitation hôte que vous utilisez. Alors, en tout cas, donc vous avez la version 6 actuelle. Vous pouvez donc télécharger la version Windows. Bon, c'est un exécutable. Alors ici, c'est bien. Oui, c'est la version Windows. Voilà, donc vous l'installez d'une manière assez classique, suivant, ça ne prend pas beaucoup de temps. En principe, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est ce que j'ai déjà fait. Alors, VirtualBox, elle est installée. Alors, vous le lancez. Donc, nous avons lancé notre hyperviseur. Et après, par la suite, comme vous voyez là à gauche, vous avez ces des machines virtuelles que j'ai déjà créées. Alors maintenant, je vais créer une nouvelle machine virtuelle. Alors pour créer la machine virtuelle, donc, nous avons besoin de spécifier le nom de la machine. Forcément, vous pouvez choisir le type de machine. Vous pouvez utiliser... déjà, bon, si vous mettez par exemple le texte Ubuntu comme nom, vous allez remarquer que déjà, il a déjà détecté qu'il s'agit d'une machine Linux et quelle version c'est Ubuntu. Bon, forcément, ça c'est juste, il le sait à partir du nom. Donc moi, en tout cas, je peux mettre n'importe quel nom. Par exemple, ici VM4. Et après, vous pouvez choisir donc le système, le type de système d'exploitation. Pour moi, c'est Linux. Et la distribution, donc Ubuntu 64. Next. Donc après, vous avez des opérations de base. Alors votre machine virtuelle, forcément, il a besoin d'utiliser une capacité mémoire. Combien d'espace mémoire au niveau de la RAM que vous allez réserver pour cette machine virtuelle? Alors ici, donc, vous avez, ici c'est 1 Go pour le moment qui est proposé par défaut. Alors sachant que j'ai une machine de 8 Go, alors forcément, vous pouvez ajouter, par exemple, pour utiliser 2 Go, donc je vais utiliser de 1048 et vous pouvez mettre la valeur que vous voulez si vous voulez. Donc ici, donc ça c'est en mégas, ça veut dire si j'ai 2 gigaoctets. Ça veut dire quoi 2 gigas? Ça veut dire que quand ma machine virtuelle fonctionne, ben, tout simplement, il n'a pas le droit de dépasser, soi-disant, c'est une limite. C'est-à-dire une limite de 2 gigaoctets au niveau de ma mémoire pour faire fonctionner ces applications. Next. Alors par la suite, donc, nous avons besoin de créer un disque dur virtuel. Alors forcément, s'il y a déjà peut-être... donc si vous voulez créer un disque dur virtuel, donc ce qui est recommandé par défaut, le disque dur virtuel, c'est un fichier dans lequel pratiquement tous les outils que vous installez, tout ce que vous faites dans la machine virtuelle, il est enregistré dans ce fichier-là. C'est soi-disant le disque dur virtuel.
Mais sinon, si vous voulez par exemple créer une machine virtuelle et par la suite vous pouvez importer d'autres disques durs virtuels qui sont déjà créés, qui contiennent déjà un tas de choses, vous pouvez le faire. Alors dans notre cas ici, donc je vais créer un disque dur virtuel maintenant. Créer. Alors donc pour créer un disque dur virtuel, donc ici donc vous avez des options à choisir. Donc si vous ne voulez pas partager ce disque par exemple avec d'autres VM, etc. Donc vous allez choisir la première option, c'est Image Disk VirtualBox. Donc c'est ce que je vais faire pour le moment. C'est-à-dire il va créer une image disque VirtualBox pour ce disque dur. C'est un fichier à part. Alors, au niveau c'est-à-dire comment allouer l'espace. Donc, vous avez deux manières d'allouer l'espace, soit d'une manière dynamique ou bien une taille fixe. Alors, si vous dites taille fixe, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si vous dites taille fixe, ça veut dire que vous dites, par exemple, ma machine virtuelle, elle va utiliser 20 gigas. Ben, si les 20 gigas, ils sont déjà réservés pour votre machine. Ça veut dire qu'il y a même un fichier qui est déjà créé avec une taille de 20 gigas. Alors même si vous n'avez pas utilisé les 20 gigas, mais ces 20 gigas, ça y est, vous n'avez pas au niveau des autres, de la machine haute ou plutôt des autres machines virtuelles, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser, soi-disant, cet espace parce qu'il est réservé pour cette machine. Alors ce qui n'est pas recommandé, c'est-à-dire pourquoi c'est pas recommandé? Parce que vous risquez de réserver beaucoup d'espace pour la machine virtuelle, mais qui n'est pas utilisé, alors que vous en aurez besoin dans d'autres machine. Donc c'est ce qui est recommandé pour le moment, donc c'est d'utiliser un espace dynamiquement alloué. Ça veut dire que il ne va utiliser que, c'est-à-dire il ne va consommer que, c'est-à-dire ce dont il a besoin. Donc, mais quand ça atteint la limite, ben forcément vous ne pouvez pas la dépasser. Le système va vous indiquer comme quoi vous avez dépassé l'espace disque qui était réservé pour votre machine virtuelle. Next. Ben justement ici donc vous aurez besoin de spécifier la taille du disque dur. Donc en termes de capacité, alors là il vous recommande 10 gigaoctets, ben, tout dépend de la capacité que vous avez dans votre machine. Donc je peux mettre plus, je peux mettre moins, mais vous avez toujours une limite. C'est quoi la limite? C'est la capacité physique de votre disque dur physique. Alors je vais garder par défaut ça, mais vous voyez également que le fichier, votre disque dur, c'est un fichier .vdi. Qui va être enregistré quelque part en tout cas, donc il y a un dossier qui s'appelle VirtualBox Virtual Machines, dans lequel pratiquement il stocke tous les fichiers concernant les machines virtuelles créées. Voilà. Alors, donc on a créé donc une machine virtuelle, mais c'est-à-dire une machine virtuelle, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que je viens de faire? Ce que je viens de faire, c'est que j'ai une machine virtuelle, et tout simplement, ce que je viens de faire, je viens d'installer un hyperviseur, c'est VirtualBox, et je viens de créer une machine virtuelle. Mais en créant cette machine virtuelle, je viens de créer quoi? Des composants virtuels. Alors pour le moment, je vais consulter un petit peu les composants qui sont créés dans la machine virtuelle et on peut les configurer. On peut à n'importe quel moment donné ajouter la capacité mémoire, on peut ajouter un autre disque dur, on peut faire tout ce que vous voulez, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est figé. Vous pouvez donc jouer donc, sur la config, c'est ce que je vais faire. Mais par contre, on n'a pas encore installé l'OS. Maintenant, dans notre machine virtuelle, on a besoin d'installer un système d'exploitation. Alors ce que je vais faire plutôt d'abord, c'est de consulter la configuration de cette machine virtuelle. Alors configurer. Alors, donc on peut déjà voir un peu quelques informations sur la machine virtuelle. Et ce qui m'intéresse pour le moment, c'est la configuration système. Alors qu'est-ce que je trouve là? Bon, déjà, la capacité mémoire, donc je peux toujours la changer à n'importe quel moment donné. Donc si vous voyez que votre machine virtuelle a besoin de plus de mémoire, donc vous pouvez le changer. Alors sauf que si votre machine virtuelle est en cours de démarrage, donc il faudrait l'arrêter pour changer un certain nombre de choses. Mais il se trouve, il y a des cas dans lesquels on peut carrément changer la configuration même à chaud. C'est-à-dire même la machine virtuelle, on n'a pas besoin de la redémarrer, on peut changer des paramètres
alors que la machine virtuelle est en cours de démarrage. En tout cas, bon, il y a des paramètres que vous pouvez changer. Alors, ce qui m'intéresse dans ces paramètres-là, vous avez, rappelez-vous donc, en quelque sorte, l'ordre de démarrage du système d'exploitation, le boot, soi-disant. Vous avez un ordre, donc pour vous, dans votre machine, il y a déjà un lecteur de disquette, même si je n'ai pas de lecteur de disquette physique dans ma machine physique. Pour lui, donc, dans votre machine virtuelle, il y a une disquette. Forcément, il n'y a rien qui vous empêche d'ajouter des composants qui n'existent même pas physiquement. Sauf qu'à un moment donné, quand vous allez utiliser ce composant virtuel, il va vous dire que ça ne marche pas parce qu'il va tenter d'accéder, c'est-à-dire d'interpréter l'appel pour aller vers le composant physique, et ça va pas marcher. Donc pour moi, donc, le lecteur de disquette, je vais le désactiver, mais plutôt je vais changer l'ordre de démarrage de boot. Alors, et du coup, donc, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, un lecteur optique, c'est-à-dire CD, un lecteur CD, en premier lieu. Ensuite, le disque dur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je démarre maintenant ma machine, il va booter. Quand le BIOS va démarrer, il va booter. Sur quoi? Il va d'abord chercher le CD, s'il y a un système d'exploitation de démarrage. Sinon, s'il ne trouve pas, il va passer au disque dur. Alors pour le moment, je vais le garder comme ça. Après, par la suite, il y a les processeurs aussi. Donc là, j'ai changé l'ordre de boot. Le processeur, vous voyez donc par défaut, vous utilisez dans votre CPU. Alors là, pour le CPU, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez en fait virtualiser. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour le CPU, il s'agit bien d'utiliser le même CPU qui est dans votre machine. Et le CPU que j'ai dans ma machine, il y a combien de cœurs? Il y en a 4. Et 4 corps. Du moment qu'il y a 4 corps, tout simplement, c'est à moi de dire à la machine virtuelle, par exemple, je voudrais réserver, c'est-à-dire dans ma machine, je vais lui réserver 2 cœurs pour cette machine virtuelle. Alors, autrement dit, quand vous faites fonctionner votre machine, donc il va utiliser les 2 cœurs de ce CPU-là. Et ce n'est pas vous voyez donc déjà quand vous dépassez ce niveau-là, vous voyez il est en orange, ça veut dire quoi? C'est déconseillé. Il ne faut pas que la machine virtuelle prenne la totalité des ressources. Pourquoi? Parce qu'il y a un système, un OS hot. Quand il va fonctionner, donc il va utiliser déjà une partie des ressources, mais il ne faut pas réserver en quelque sorte toutes les ressources à une machine virtuelle. Donc il faut quand même partager ça. Voilà, alors pour le moment, on peut se limiter à ce niveau-là. Donc je viens de reconfigurer, je peux avoir une idée sur la configuration. Maintenant, ce qui reste, c'est que je vais démarrer. Mais quand il va démarrer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vers le disque. Mais pour le moment, même dans ma machine, il n'y a pas de disque. Ce que je vais faire dans la configuration, je vais aller vers le stockage. Et dans le stockage, vous voyez, donc j'ai un contrôleur IDE dans lequel j'ai mon lecteur CD. Alors, au niveau de ce lecteur CD, maintenant, soit que j'ai un vrai lecteur CD, dans ce cas-là, je peux mettre mon CD, je démarre et j'installe mon OS, ou tout simplement ce que je vais faire, donc je vais spécifier un chemin vers un fichier. Donc ça veut dire que maintenant, j'ai besoin d'un système d'exploitation Linux, mais il faut le télécharger. Alors c'est ce que je vais faire. Donc je vais chercher Linux Ubuntu Download. Alors les versions du système d'exploitation, c'est important parce qu'après on va travailler avec Docker, on va travailler avec Kubernetes, on va travailler beaucoup d'outils au niveau des conteneurs. Et ces outils comme Docker exigent quand même une version, un minimum. Donc ça, on va en parler. Donc si vous l'installez, donc je vous recommande ici, donc vous installez la version 18.04 si vous voulez. Alors téléchargez. Vous avez la version 18.04. Vous avez desktop ou serveur. Bien. Alors en tout cas,
Donc, je suppose que j'ai téléchargé donc, mon système Ubuntu, il est là dans le dossier Tools, Linux Ubuntu. Bon, vous voyez donc c'est un fichier de 2 gigaoctets. Bon, c'est la version desktop. Alors voilà ce que je vais faire. Donc, je vais donc voilà, ça c'est mon lecteur CD et je vais tout simplement choisir voilà un fichier. Donc c'est une manière un petit peu de brancher un fichier dans le lecteur CD virtuel, alors que moi je n'ai pas de lecteur CD. Alors je vais directement spécifier le chemin. Voilà. Donc je spécifie le chemin, OK. Alors qu'est-ce que je viens de faire honnêtement? Donc ce que je viens de faire, c'est que c'est comme si je viens de mettre le CD d'installation de Linux. Et après je vais démarrer la machine virtuelle. Alors, démarrer la machine virtuelle, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Alors ce qui va se passer, c'est qu'on est dans ce contexte-là. Donc j'ai mon hyperviseur VirtualBox qui est installé, j'ai créé une machine virtuelle, j'ai démarré la machine virtuelle, et quand je l'ai démarré, donc il va à un moment donné faire le boot. Bon, pour faire le boot, donc il va vers le lecteur CD, il va trouver bien un système d'exploitation qui est là pour installer, sous forme d'un fichier .iso, et il va l'installer dans un premier temps. Alors on va regarder donc la procédure d'installation du système. Bon, donc le système démarre, donc l'installe. Et la même chose, donc après quelques suivants, quelques petits réglages, vous arriverez à installer en quelques minutes donc, votre système d'exploitation Linux. Qui a déjà fait ça? Voilà, alors ici donc vous avez le système. Donc on va choisir la langue. Alors, le français. Mais vous savez, bon, la langue c'est important. Il vaudrait mieux garder tout en anglais et comme mieux vous habituer à tout ça. Mais en tout cas, donc j'ai choisi la version française. Alors vous avez deux moyens, soit laisser Ubuntu sans l'installer, ou tout simplement l'installer. Alors ici donc je vais l'installer. Installation normale. Suivant. Alors, il vous demande d'installer le disque et installer Ubuntu. Bon, pas de problème. Oui. Donc, si vous voulez appliquer les changements sur le disque, donc on va le faire. Alors, le nom. Mot de passe. Suivant. Voilà, donc opération terminée, donc on va devoir un peu redémarrer la machine.
arrivé à ce stade-là? Démarrer. Bien, alors comme je disais, donc, dans un premier temps, on va essayer juste de préparer la machine. Bon, vous avez une machine virtuelle, vous la démarrez. Alors forcément, si vous regardez surtout la configuration réseau de votre machine, cherchez terminal. Bien, alors juste, je crois que c'est quelque chose qu'on va faire après, parce que sinon, c'est pas lisible. On règle le problème. Bon, en fait, une fois que nous avons fait ça, donc juste il faut comprendre une chose, c'est que donc, comment la machine virtuelle elle est connectée à la machine hôte, comment les machines virtuelles sont connectées. Alors, donc vous avez plusieurs modes de connectivité. Alors on va essayer donc de regarder ce qui se passe dans notre cas ici. Alors si on revient vers la configuration. Alors dans la configuration, vous avez la partie networking. Alors vous allez trouver que par défaut, il utilise le NAT. Alors, vous savez, le NAT, c'est-à-dire Network Address Translation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en quelque sorte, dans cette configuration, vous avez, si vous regardez l'adresse IP de votre machine, vous allez trouver que VirtualBox, il a créé en quelque sorte un réseau interne. Il a attribué une adresse IP à votre machine virtuelle qui est 10.0.2.15. Donc ça, c'est l'adresse IP de la machine virtuelle. Alors que si vous regardez dans votre machine physique, alors dans la machine physique, en fait, mon adresse IP avec laquelle je suis connecté à l'extérieur, donc via la connexion Wi-Fi, c'est 192.168.43.103. Donc vous avez une carte réseau qui vous connecte à Internet. Et après, vous avez donc la machine virtuelle, elle est connectée via VirtualBox en utilisant donc un système de translation d'adresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si vous êtes dans votre machine virtuelle, si vous tentez de vous connecter, vous allez voir que ça va marcher, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que votre machine virtuelle, elle est déjà connectée à Internet. Mais par contre, votre machine virtuelle ne peut pas être contactée de l'extérieur. Alors on va essayer donc, vous allez tenter de pinguer par exemple de la machine virtuelle vers la machine, on va dire, physique. Et vous faites l'inverse. Et après, par la suite, vous allez vous-même regarder la configuration qu'on devrait faire. Parce que si on démarre des machines virtuelles pour nous, c'est pour déployer des services. Mais ces services-là, ils doivent être accessibles de l'extérieur. Donc il faut faire cette configuration. Alors en tout cas, donc, vous voyez, donc, a priori, il n'y a pas de problème.